Bienvenue de l'autre côté du tableau, le podcast qui donne la parole aux maîtres, maîtresses, profs. Bref, à tous ceux qui font l'éducation aujourd'hui. Parce qu'on se souvient encore de la maîtresse, grâce à qui on a réussi les divisions. Ou bien ce prof qui nous a fait adorer la physique, ou le français, alors que franchement c'était vraiment pas gagné. Ici on inverse les rôles et on découvre les coulisses et les souvenirs que eux ont gardés. Je suis Valentine et j'ai toujours baigné dans le monde des profs. Alors en hommage à eux, et surtout pour dévoiler les coulisses d'un métier qui représente bien plus de challenges que l'on peut imaginer, passons de l'autre côté du tableau. Après un premier épisode captivant, voici la deuxième partie de notre échange avec Mouhamadou, alias Balance pour la balance. Mouhamadou ne se contente pas de raconter l'école. Il l'analyse, il la questionne, il la rêve. Professeur remplaçant et témoin engagé, il plonge au cœur des réalités du terrain. Le poids des mots, la relation avec les parents, et surtout cette mission plus grande que soi. Dans cet échange sans filtre, il interroge nos certitudes et met en lumière un métier en mutation permanente. Comment mieux former les enseignants à la réalité du terrain ? Comment éviter que l'école ne soit qu'un miroir des inégalités, mais devienne un véritable moteur de changement ? Loin des discours convenus, il nous livre une vision brute, authentique et nécessaire, un échange puissant qui remet en question. Hello Mouhamadou, pour reprendre la suite de notre échange, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu une expérience justement, soit qui est dans le livre, soit qui ne l'est pas, où justement tu as senti que ton rôle avait eu un impact significatif sur un ou plusieurs élèves en particulier ? J'ai une anecdote. Elle est pas dans le livre. Elle est pas dans le livre. Elle est pas sur les réseaux. Et j'espère que elle sera assez parlante. Mais je crois beaucoup au pouvoir des mots. Voilà. Dans beaucoup de situations, je crois qu'ils peuvent nous permettre d'avancer un petit peu ou de dénouer, en tout cas, des nœuds problématiques. Là, en l'occurrence, c'est une situation qui concerne un élève qui est le fils d'une collègue. Bon, c'est un cas de figure un peu particulier parce que c'est vrai que je crois qu'on a tendance à croire aussi que, et puis c'est partout, l'école est un lieu de haute reproduction sociale et on a peut-être tendance à croire que les enfants d'enseignants seront aussi forcément de bons élèves. Mais pas tout le temps. Chez les enfants d'enseignants, il y a aussi cette diversité. Il y a des neuroatypiques, il y a des difficultés, il y en a qui n'aiment pas l'école, et c'est peut-être parce que justement leurs parents sont enseignants. Il y a tout ça en réalité. Et donc cet enfant-là, eh bien, c'était un enfant qui était par ailleurs très intelligent, qui avait beaucoup de culture, qui avait beaucoup, j'allais dire une très très belle répartie, mais pour lequel l'école c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué à tel point que il n'hésitait pas à se jouer un peu de ses enseignants. Et lorsque je suis arrivé pour remplacer son enseignante avec laquelle ça ne se passait pas très bien, alors là je suis pas en train d'essayer de raconter ça pour dire ah bah du coup lorsque j'arrive dans cette position un peu de sauveur, je vais prendre le relais des enseignants pour lesquels ça ne va pas bien. Non, parfois j'arrive et c'est moi qui suis dans la difficulté. Ça arrive aussi. Mais là pour le coup c'était un peu le contraire. Et en fait cet enfant-là, il était sans cesse j'ai envie de dire dans le spectacle. C'est-à-dire qu'il cherchait tout le temps à se faire remarquer. Pour des bonnes raisons, pour des mauvaises raisons. Le tout était que la lumière soit braquée sur lui constamment en réalité. Et du coup, j'ai essayé de lui faire comprendre une différence que moi j'observais entre deux termes qui se ressemblent mais qui sont pas exactement les mêmes. C'est-à-dire être remarqué et être remarquable. C'est pas la même chose. Et j'ai essayé de lui expliquer, voilà, toi, on a l'impression, en tout cas, que ce que tu cherches, c'est juste à te faire remarquer. Et ça, tout le monde peut le faire. Il suffit que, je sais pas, je mette un coup de pied à quelqu'un, je fasse tomber mes affaires, je plie sans cesse. Et oui, effectivement, tout le monde va te regarder. Ok, si c'est ce que tu recherches, tant mieux. Mais c'est pas la même chose d'être remarquable. Être remarquable, c'est le contraire. C'est que tu vas faire les choses tellement bien et ça va être tellement admirable que les gens, justement, souvent, ils ne vont pas te faire de compliments. Ils ne vont rien te dire, mais lorsque tu ne seras pas là, ils vont te citer en exemple. Tu vois, ils vont parler de toi. Dire, oh, j'aimerais trop que tous les enfants soient comme lui, comme elle. Tu vois, et c'est par d'autres échos que tu vas retrouver ta voix dans les bouches d'autres personnes. Et je crois que ça l'a marqué. Comment je le sais? Parce que quelques années plus tard, après ce remplacement, parce que moi, sur le moment, j'ai dit ce que j'avais à dire, hein, puis, voilà, je m'en vais. Mais quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion de remplacer à nouveau dans cette école. Donc j'ai revu la mère de cet enfant-là, et l'enfant n'était plus dans l'école, mais sa maman m'a parlé de ces paroles que j'avais dites à son enfant. Son enfant s'en souvenait et le lui avait répété, et lorsqu'elle m'a vu, elle a pu me le répéter, et elle m'a dit que ça l'avait marqué. Et en tout cas, pour le reste du remplacement, moi je sais que avec moi ça s'était bien passé, mais je n'avais aucune idée de comment ça avait pu se passer ensuite avec son enseignant. Alors j'imagine bien que c'est des montagnes russes, hein. On dit quelque chose à quelqu'un, à un enfant en l'occurrence, pendant quelques minutes ça fonctionne, ou quelques jours, et puis à un moment donné il redevient un peu lui-même, et puis si jamais ça l'a vraiment marqué, eh bien c'est quelque chose vers lequel il essaye de revenir. Mais en tout cas, ces paroles-là l'ont assez marqué. Je me dis c'est trop bien, c'est trop bien. Il est jamais trop tard, effectivement. Ouais, c'est ça qui est aussi hyper valorisant, je trouve, dans le métier d'enseignant, c'est que parfois tu sais pas que tu as un impact aussi fort, et c'est finalement quand les élèves reviennent te voir après des années ou même l'année d'après, en te disant si je me rappelle de ça, toi t'as oublié, lui il se rappelle très bien de ce qui s'est passé à ce moment-là.
Absolument. C'est super important et c'est aussi la raison pour laquelle il faut être très, 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 vigilant. Parce que peu importe ce qu'on dit ou on fait devant un enfant et un élève, en soi, puisque nous, on est dans cette, position d'enseignant, les enfants s'en souviennent. Ils s'en souviennent. Lorsqu'on est énervé, ils le savent. Lorsqu'on est joyeux, ils le savent aussi. Ils le sentent et ils s'en souviennent, ils s'en inspirent, ils s'en nourrissent. Et c'est pour ça que c'est ça qui est difficile aussi dans ce métier. C'est qu'on est tellement sollicité de part et d'autre que parfois, peut-être, on en oublie de se regarder. On est tellement pris dans l'instant présent, on ne se voit plus faire. Alors c'est pas une justification pour des actes qui seraient malveillants, hein, mais malheureusement c'est une des explications. Et dans notre formation, je ne crois pas. Moi j'ai eu la chance, tu vois, de tomber sur des personnes qui très souvent m'ont renvoyé un peu à ça, au miroir que je pouvais mettre devant moi pour me regarder faire. Mais j'ai pas l'impression que souvent on ait eu ça dans nos formations, tu vois d'un temps comme ça où on se regarde concrètement faire, où on puisse garder un peu cette réflexion sur nos propres pratiques, tu vois. Et qui finalement est hyper, importante parce que comme on le voit, que tu dises effectivement des choses mauvaises, on va dire, ou en tout cas que tu t'énerves pour une situation ou que tu dises un truc super, en fait, eux, ils vont s'en rappeler, de la même manière. Absolument, absolument. Et du coup, au niveau relationnel, toi, qu'est-ce que tu essaies de créer avec eux en général? Est-ce que tu essaies de créer plutôt un climat de, comme tu parlais un petit peu d'autorité tout à l'heure pour, justement asseoir le fait que, tu es là pour gérer la classe? Quoi la première chose que tu mets en place en général? Souvent c'est un petit rituel du bonjour. J'aime bien, dire bonjour, mais de manière, j'allais dire correcte. Pour moi, ça cette définition, elle dépend de chacun, hein. Tout le monde dira moi, je rentre dans la classe, je dis bonjour et puis c'est tout. Moi, il y a un petit cérémonial, j'aime bien, c'est vrai. Faire en sorte qu'il y ait un petit temps d'arrêt. Souvent, on s'arrête, genre vraiment. C'est-à-dire que on rentre dans la classe, on pose nos affaires, et puis on est debout, et on se regarde juste. J'aime bien voir les visages de tous les enfants, et je leur demande, juste arrêtez-vous quelques secondes. Venez, on se regarde pour se dire bonjour. Et une fois que mon regard a parcouru tous les visages des enfants qui sont dans la classe, que j'ai bien pris le temps vraiment de les regarder dans les yeux et qu'eux aussi ont pu me regarder droit dans les yeux, alors on se dit bonjour de manière collective. Généralement, c'est un petit moment d'accalmie entre le moment où on était dans la cour de récréation, c'était un peu le bazar. On est passé dans les couloirs, c'était un peu plus calme, mais pas tant que ça. Et puis on arrive dans la classe. Et puis on sait qu'on va se mettre au travail dans cet endroit-là, mais on a besoin, je crois, de tempérer un peu, de revenir vraiment physiquement au calme. Et le fait de se dire bonjour comme ça, c'est un peu impressionnant, hein, parce que lorsqu'on y regarde de plus près, c'est compliqué en fait de regarder quelqu'un droit dans les yeux. C'est extrêmement difficile. Et voilà, pour les personnes qui nous écouteront, essayez. Mettez-vous en face de quelqu'un et dites-lui, on va se regarder droit dans les yeux pendant ne serait-ce que 30 secondes. C'est malaisant. Voilà. Mais ça dure pas très, très longtemps en réalité. Trop drôle que tu me parles de ça parce que justement, je sais plus si c'est un truc que je lisais ou que j'ai vu sur internet. Ils ont fait en fait une expérience comme ça où ils mettaient des inconnus face à face qui devaient se regarder pendant 3 minutes dans les yeux. À la fin, la moitié pleurait, les autres se serraient dans les bras et en fait, ça crée une connexion hyper intime parce que en fait, c'est vrai qu'on le fait pas du tout. Ouais. Absolument. Absolument. On ne le fait pas. On ne le fait pas. On est dans les espaces les uns à côté des autres et on ne prend jamais le temps de se regarder. Pourtant, se regarder ne serait-ce que quelques secondes par jour, ça nous permet de revenir à notre humanité, en fait. Moi, il y a des élèves pour lesquels, parfois, je suis en colère, hein. Ça m'arrive aussi. Le jour d'avant, tu as fait quelque chose de fou et je suis là, je me dis, mais c'est incroyable. Il me suffit d'avoir ces quelques secondes, c'est vrai, où le matin, on se dit bonjour, c'est quoi? C'est comme si on se disait pardon. C'est un renouveau, c'est un départ à zéro. Ce qui s'est passé hier, on peut se pardonner parce que ça y est, quand moi, je regarde un enfant quelques secondes comme ça, je reconstate que c'est un enfant. Tu vois? Il est dans son innocence, en fait. Souvent, pas tout le temps, et il y en a qui font des actes qu'on va considérer malveillants, c'est vrai, où ils avaient une intention qui, sur le moment, n'était pas très gentille, c'est vrai. Ça reste des enfants, tu vois. Et avoir ces quelques instants où, si tu t'arrêtes et tu le regardes, bah, tu te rends compte que ça reste des enfants, qui parfois sont plus grands que d'autres enfants, mais qui restent tout de même des enfants et qui sont en apprentissage. Et pour eux, je ne sais pas ce qu'eux, ils voient lorsqu'ils me regardent, mais moi, ce qu'ils me renvoient, c'est beaucoup de gentillesse, beaucoup de curiosité, beaucoup d'innocence, en fait. Et ça me rappelle, en fait, pendant ces quelques 30 secondes où on va se dire bonjour le matin, ça me rappelle la mission à laquelle je suis rattaché aujourd'hui. Ok, je sais pourquoi je suis là, en fait. On va essayer de faire en sorte que les étoiles dans ses yeux restent là. Franchement, c'est super. Bonne technique aussi pour les enseignants qui nous écoutent et qui veulent essayer. Et du coup, côté parents d'élèves, est-ce que toi, tu as déjà rencontré des problématiques ou globalement ça se passe bien parce que finalement, comme tu es remplaçante, tu es peut-être moins amenée à les côtoyer?
C'est sûr, je suis moins amené à les côtoyer et pourtant, je les côtoie tout de même. Mais généralement, ça se passe bien. Ça se passe bien. Autant depuis que je suis remplaçant que lorsque je ne l'étais pas. Oui, j'ai rencontré des situations où c'était un peu problématique, c'est vrai. Mais généralement, on a réussi à les dénouer tout de même et le relationnel, ça se passe bien. Même après les moments où parfois ça peut être un peu conflictuel. Parce que l'essentiel, je crois, pour les parents, c'est d'être rassuré. Rassuré sur le fait que l'école est un lieu qui est plus ou moins sûr. Qui est plus ou moins sûr et dans lequel leurs enfants vont être non seulement en sécurité, mais vont être dans les bonnes conditions pour apprendre ce qu'ils sont censés apprendre. Alors, les parents ne savent pas tout le temps ce que les enfants sont censés apprendre à l'école. Ils nous font confiance sur ça. Et nous, tout l'enjeu, je crois, c'est de leur renvoyer cette confiance en disant, vous avez raison de nous faire confiance. Et lorsque ça n'est pas le cas, dans mon cas, en tout cas, d'être transparent avec eux aussi. Dans la diplomatie, certes, mais de ne pas leur cacher la réalité. Voilà. Lorsque ça va juste pas. Ça va pas pour ces raisons-là. Parfois, les parents peuvent nous aider. Cette semaine, par exemple, dans l'école dans laquelle je suis, eh bien, je trouvais ça fantastique. Encore une fois, j'arrive dans un contexte qui est particulier où il y a eu beaucoup de remplaçants et en fait, je sais pas d'aller trop loin dans les renseignements que je pourrais divulguer, mais en gros, c'est presque comme si c'était un début d'année pour les élèves que j'ai là. Tu vois. Et dans cette situation difficile, eh bien, il y a un papa de l'école qui n'est même pas un papa d'élève de la classe, mais qui a pris sur lui de faire des photocopies, des leçons de français par rapport à la méthode qui avait été employée de toute l'année. Il a pris des leçons et il les a photocopiées pour toute l'année. Ça veut dire que jusqu'à la fin de l'année, moi j'ai les originaux, si jamais je devais rester, j'ai les originaux des traces écrites de la méthode de français. Je me dis mais c'est trop bien, c'est trop bien. Son enfant n'est pas dans cette classe encore une fois, mais il le fait pour le bien d'une cohorte d'élèves qui est dans cette école. Parce qu'il comprend que la situation est difficile pour ces élèves-là. Et tu vois bien, ça, c'est ce qu'on appelle la coéducation. Alors, il va très loin dans son rôle. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Enfin, si je le comprends de moi, tu vois, même si j'ai pas eu, en fait, l'occasion d'échanger avec lui. Mais tu vois, c'est ce genre de main tendue que personnellement, j'apprécie et qui arrive assez régulièrement tout de même et qui montre la relation que les parents portent à l'école de leurs enfants, même lorsque les enfants ne sont pas dans cette classe spécifique. Faut le relever aussi. Donc, personnellement, souvent, j'ai été amené à rencontrer plutôt ce type de parents. Si ça se trouve, pas si jamais je le rencontrais, eh bien, en fait, on ne s'apprécierait pas. Pour plein de raisons différentes, tu vois. Mais ça ne change pas qu'en fait, au final, ce qu'il recherche, c'est le bien des enfants qui sont scolarisés dans l'école. Et ça, on ne peut pas le lui retirer. Ouais, en fait, oui, c'est ça, c'est le gros point commun entre les enseignants et les parents, c'est que finalement, tout le monde veut la même chose, à savoir une éducation qui se passe bien, où les enfants sont épanouis et tout le monde est content, finalement. Absolument, absolument. Maintenant, ce qui peut être compliqué, c'est comment est-ce qu'on arrive à s'entendre autour de ça. C'est ça qui peut être un peu conflictuel parfois. Mais encore une fois, dans mon cas, généralement, ça s'est plutôt bien passé. Ok, bon, bah, génial. Et est-ce que justement, tu as déjà eu des parents qui t'avaient reconnu de par ton compte Instagram? Est-ce que c'était déjà arrivé? Comment tu gères un petit peu la situation? C'est particulier. C'est particulier. Ça arrive de plus en plus. Voilà. Jusque l'an dernier, c'était relativement confidentiel. Mais cette année, ça commence à arriver, c'est vrai. Et parfois, j'arrive dans une école et en fait, c'est les élèves qui me l'apprennent. C'est ça qui est fou. Ils disent, ah, mais mes parents, ils m'ont dit que, est-ce que c'est vrai que tu fais des TikTok? Est-ce que c'est vrai que tu es sur Instagram? Ils le prononcent pas toujours correctement, d'ailleurs. Ouais, ils me disent ça. Et moi, ça m'amuse un peu. Parfois, dans un peu, en disant, mais comment ça se fait? Je suis sur Instagram, toi. T'as quel âge? T'as 10 ans? De quoi tu me parles? C'est interdit aux élèves de moins de 14 ans. T'es sûr que c'est moi sur Instagram? Est-ce qu'il y a une rumeur qui court en disant qu'il y a quelqu'un qui me ressemble, effectivement? Peut-être que c'est moi, peut-être que c'est pas moi. Si, en fait, je t'ai vu. Ah bon? Tu m'as vu? Comment ça se fait que tu m'as vu? Avec quel téléphone? Mais j'étais avec mes parents. Ok, d'accord. Bon, ça va. C'était avec tes parents. Ça va. Déjà, bon, je peux dire, en fait, c'est moi. D'accord. Mais, attention, ça ne change absolument rien. Cette année, j'ai eu l'occasion à un moment donné de faire un petit speech parce que ça prenait un peu trop d'ampleur. C'est vrai que les enfants, pendant la journée, étaient venus me voir plusieurs fois, éveiller cette rumeur et tout, une maman qui avait dit que, voilà, et puis l'enfant qui vient me voir, qui dit à ses camarades et d'autres enfants de l'école qui, pendant la récréation, me le disent, je me dis, oh, c'est trop. Donc on revient à la récréation, on remonte dans la classe et je prends 5 minutes, vraiment, je mets un chrono, écoutez les enfants, ok, on va parler ça. Il y a une rumeur qui court, elle est vraie. Par contre, elle ne change absolument rien au fait qu'en réalité, je suis juste un prof comme les autres et je suis votre prof. C'est juste qu'un jour, j'ai pris un téléphone comme vos parents pourraient le faire, comme n'importe qui pourrait le faire. Et j'ai commencé à me filmer et à raconter des choses. Mais les choses que je raconte, elles sont pour vous, mais elles sont plutôt pour vos parents. Donc, laissez vos parents écouter ce que j'ai à dire et parfois, vous en parlez d'être les uns à côté des autres. Et ce qui compte, c'est que on continue ou on essaie en tout cas de travailler ensemble. Tu vois, voilà. Ils l'ont très bien compris et puis ils ont juste arrêté d'en parler. Et puis, à continuer à faire ce qu'on avait à faire. Ils sont furieux, hein. C'est normal.
Et mon rôle dans tout ça, c'est juste de leur dire, oui, c'est vrai, c'est une partie de ma vie qui existe, mais c'est pas la partie qui nous amène là où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en classe ensemble, on a affaire à bien plus concret que de se filmer et d'être sur les réseaux sociaux. J'imagine que ça va aussi peut-être amener une certaine notoriété qui te simplifiera ou pas, ça dépend, mais j'imagine un petit peu plus, je sais pas, ce que t'en penses. Bah, je crois que ça dépend, ça dépend. Ça pourrait très bien me faciliter et en même temps, ça peut me compliquer la tâche. Ça m'est déjà arrivé et puis tout le monde n'est pas, ça se comprend totalement, hein. Tout le monde n'est pas à l'aise peut-être avec ce que je raconte et puis plutôt ce que je fais. Le fait d'ouvrir comme ça ma pratique ou une partie de ma pratique et en parler sur les réseaux, c'est pas quelque chose que beaucoup de personnes apprécient, c'est pas quelque chose que toutes les personnes apprécient et ça aussi il faut l'entendre. Ça m'est déjà arrivé, c'était une seule fois, heureusement que franchement, j'étais un peu mal à l'aise et je ne sais pas si c'était vis-à-vis de ça, mais d'arriver dans une école où la directrice m'a dit «Oh, est-ce que c'est bien toi?» Je lui dis «Oui». Parce que justement, j'ai vu une de tes vidéos et tout, je l'ai mis sur le groupe WhatsApp des collègues et tout. Trop bien, on a rigolé, voilà. C'est trop cool. C'est super. OK. On passe à autre chose, je me matinée. Et à midi, j'arrive dans la salle des maîtres. Silence. Alors, voilà. Juste des regards sur moi et il n'y a plus une seule parole. Et je me dis, OK, c'est un peu bizarre, tout de même. Qu'est-ce que j'ai fait? On se dit bonjour, on se dit bonjour. Je m'installe, je mange. Je te jure, pendant que je mange, je m'entends rire. Pourtant, je sais qu'il parlait avant que je rentre, puisque j'étais devant la porte et j'ai entendu des voix. Je suis rentré dans la salle des maîtres, silence. Je prends mon repas, je mange très rapidement, je sors, je m'en vais, je ferme la porte. Je reviens 5 minutes après, par curiosité, je mets ma tête à la porte comme ça, et les voix ont repris, ils discutent comme si dans rien n'était. Je me dis, bon, manifestement, peut-être que dans la vidéo, en fait, il y a quelque chose que je dis qui n'a pas plu, tu vois. Et ça aussi, pour l'entendre, faut le, il faut le respecter. Voilà. Peut-être que je me trompe, hein, mais ne pas oser poser la question. Je dis, voilà, ça c'est la liberté de chacun. Et je vais pas en plus, si je dis des choses qui parfois peut-être peuvent vous mettre mal à l'aise, je vais pas arriver et remettre les pieds dans le plat en disant, bah alors, vous n'êtes pas content? Qu'est-ce qu'il y a? N'attends pas. Je vois C'est la très bien, liberté de chacun. je comprends. Et du coup, une dernière petite question ici, au niveau de ton livre, dans les choses que tu racontes, tu parles pas mal d'inégalité sociale, de racisme, et c'est des sujets qui s'invitent parfois en classe aussi. Toi, comment t'abordes ce genre de questions avec tes élèves? Et pour toi aussi, quelle est la frontière justement entre l'impartialité en tant que professeur et l'engagement en tant qu'être humain? Énorme question philosophique. Je pense que, je vais commencer par la fin, mais je pense que l'impartialité est un leurre quelque part. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on prend la décision de s'exprimer sur un sujet, quel qu'il soit, ne serait-ce que la description de quelque chose sur lequel toi et moi on poserait les yeux, eh bien on n'est plus dans l'impartialité parce qu'on va évidemment émettre un jugement qui va nous permettre de choisir les mots qu'on va choisir justement pour décrire ce que l'on veut. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que tout ce qu'on dit est empreint de subjectivité. Et si jamais on allait plus loin, on pourrait se dire que même les textes qui se veulent les plus objectifs, comme les textes de loi, sont en fait empreints de subjectivité parce que les personnes qui les ont écrits, même si elles se sont mises d'accord sur les termes à employer, eh bien en réalité, c'est un parti pris qu'elles ont pris. Donc ce qui peut nous amener peut-être à de l'impartialité ou à ce qui s'en rapproche le plus, c'est le fait d'exposer nos idées aux autres et de se mettre d'accord sur les termes qu'on va employer. Le fait de ne pas rester tout seul dans sa propre pensée, parce que c'est ça qui fait qu'en fait on exprime juste une opinion qui nous concerne. L'impartialité, c'est quelque chose qui se veut pluriel, je crois. Voilà. On sent que tu as fait de la psycho, de la philosophie. J'espère que je raconte surtout pas n'importe quoi, parce que parfois aussi on se perd de nos paroles. Voilà. Tu as totalement raison. Et l'impartialité, c'est vrai que c'est des mots assez larges. Et comme tu dis, il y a beaucoup de subjectivité dedans. Et oui, moi c'est comme ça que je le vois. Après, pour les élèves, comment est-ce que j'aborde des situations? Je ne me prive pas de les aborder lorsqu'elles se présentent à nous. C'est tout. Et c'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que je pense que, à tort, certaines personnes vont penser peut-être que je suis une personne qui, justement, parce que dans le bouquin j'en parle, même si je ne parle pas en réalité que de ça, mais c'est un des sujets qui peut revenir comme ça en filigrane, c'est vrai, mais ça parle en fait beaucoup plus de pédagogie, de vivre ensemble, des choses comme ça. Mais c'est vrai, ce sujet-là est là. Mais et je pense que certaines personnes vont se dire peut-être à tort, ah bah lui, c'est sûr qu'il est certain quand il arrive, non, ce dont il parle, c'est diversité. Racisme, tout ça. Non, 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 non. J'en parle lorsque ces questions-là arrivent. Lorsqu'elles arrivent devant nous et que les élèves voient bien qu'il y a quelque chose, eh bien, j'essaye de dénouer le nœud du problème avec eux ou d'en parler, en tout cas, pour mettre des mots sur les situations. Mais l'enjeu, c'est pas d'arriver et de dire, oh, tout le monde est raciste. Non. Voilà. J'en parle lorsque ça arrive. C'est-à-dire qu'on va me parler d'une situation et puis, sans forcément évoquer ces termes-là, hein, parce que je sais que ce sont des termes qui sont très sollicitants en réalité, tu vois. Parle de racisme à quelqu'un, tout de suite, voilà. Et puis, il faut pas se leurrer non plus. On est dans un monde où il y a des messages
qui parfois, parce qu'on ressemble à ce à quoi on ressemble, eh bien, ils sont pris d'une certaine manière. Lorsque moi, étant une personne noire, voilà, en tout cas dans l'univers dans lequel j'évolue là, un homme noir, mais surtout noir, voilà, si je parle de racisme à une personne, eh bien, ça prend tout de suite un autre aspect, tu vois. Voilà, parce qu'on se dit, ah, ok, c'est une personne qui est forcément concernée parce qu'il est en train de raconter, peut-être qu'il est en train de m'accuser moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc parfois, et oui, et pareil, une femme qui va parler de féminisme, c'est pas pareil qu'un homme qui va parler de féminisme. Très Tout vrai. de suite, Ouais, c'est c'est très vrai. biaisé. Et une personne qui n'est pas éduquée, elle se sent tout de suite plus engagée. Mais ces femmes, elles ont comme me parler de féminisme, en fait, elle me parle juste d'elle parce qu'elle veut défendre son propre texte et puis c'est tout. Elle veut marcher sur moi. Et beaucoup d'hommes, je crois, se sentent un peu comme ça, toi. Et c'est pareil pour d'autres questions qui sont d'ordre sociétal, tu vois. Donc il faut faire attention. Je sais que il y a ce spectre-là un peu, donc j'essaye d'être vigilant, mais je ne me prive pas d'en parler lorsque les situations se présentent à nous dans les écoles et dans les classes et aux élèves. Ouais. Typiquement, si tu as, je sais pas, une personne qui est peut-être un peu en misère sociale, c'est compliqué pour elle de s'acheter de nouveaux vêtements, qui peut pas forcément avoir accès à la propreté tous les jours, qui, je sais pas, parfois ça peut arriver aussi, est SDF, et qui, justement, tu vois, tu es témoin en classe, toi, d'une situation où tu vas avoir des élèves qui vont se moquer. Ah, regardez, machin, il est tout troué son t-shirt, elle sent pas bon, parce que je sais que c'est des réalités. Comment tu réponds à ça, toi? Comment tu fais face à cette situation? Ah, écoute, je vais me baser sur des choses qui, je pense, sont d'ordre de la réalité. Il existe des personnes qui sont pauvres. Le mot pauvre, il existe. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce que ça veut dire d'être pauvre. Est-ce que tu es pauvre parce que tu n'as pas est-ce que la pauvreté c'est quelque chose de financier ou est-ce que la pauvreté c'est quelque chose de culturel? Est-ce que la pauvreté c'est quelque chose d'intellectuel? Parce qu'en fait, sentir mauvais, ça peut être physique, mais ça peut être aussi philosophique. Il y en a qui sont très très propres physiquement, mais qui, lorsqu'on regarde au plus profond de leur pensée intellectuelle, sentent très 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 mauvais. Donc voilà, c'est ça qu'il faut décanter. Et si jamais je peux me servir du matériel à disposition, du matériel pédagogique, parfois, je peux le faire aussi. Il n'y a pas très longtemps, une personne qui est abonnée à mon compte, dont malheureusement j'ai oublié le nom, et peut-être qu'elle ne verra pas ce qu'on est en train de se dire ou qu'elle n'entendra pas ce qu'on est en train de se dire. Mais si jamais tu la retrouves, je le lui enverrai parce que c'est son propos, ce qu'elle m'a envoyé qui me fait penser à ça. Elle m'a envoyé quelques lignes d'un exercice en français sur lequel en fait on travaillait sur la conjugaison du verbe être. Il fallait compléter des phrases avec le verbe être qui a été conjugué. Et puis là, la phrase c'était que être pauvre, c'est être sale. Alors ça n'a aucun rapport. Généralement, les personnes qui sont pauvres, elles mettent justement tout en œuvre pour que ça ne se voit pas physiquement. Donc ça ne veut strictement rien dire. Et c'est avec des choses comme ça que parfois on va stigmatiser des personnes. Non, ça n'est pas aussi simple que ça, les enfants. La réalité, elle est bien plus complexe que ça. Et c'est ça que j'essaie de mettre en œuvre avec les enfants, de leur dire que oui et non, en fait, la réalité, elle est beaucoup plus nuancée que ce qu'on peut penser. Ouais, donc en fait, c'est ça, tu joues entre le sens propre et le sens figuré de chaque mot. Absolument. Absolument. Je te disais, je crois beaucoup au pouvoir des mots. Et là, pour le coup, ce que je raconte, j'espère, est factuel, en réalité. La saleté, elle n'est pas que physique. Ouais, bien sûr. Et une fois que tu as compris ça, bah, tu peux peut-être, s'ouvrir un peu la tête. Ouais, complètement. C'est une très bonne technique, du coup, qui, j'imagine, fonctionne bien. J'ai l'impression, en tout cas. Quand toi, tu annonces ce genre de choses aux enfants, c'est quoi leur réaction? Souvent, il va y avoir des hochements de tête. On acquiesce. Il va y avoir des rebondissements où eux-mêmes, ils vont donner des exemples avec d'autres situations qu'ils ont connues, qu'ils ont vécues. Voilà. Et ça fait écho en eux. Et c'est la preuve que peut-être que ce que je raconte, c'est pas du pipeau. Parce qu'en fait, ça nous touche chacune. Moi, d'où est-ce que ça me vient, ces choses-là? Parce que c'est des situations que j'ai traversées de près ou de loin ou des récits auxquels j'ai été amené à écouter, en fait. Voilà, que j'ai rencontrés dans ma vie. Et du coup, je les restitue. Voilà. Parfois, je filtre un peu. Mais c'est pas des choses que j'ai inventées. Et je crois que ça fait écho chez eux. Et c'est pour ça que ensuite il y a des éléments de compréhension qui se mettent en place. C'est top. C'est une très bonne technique. Ça a l'air de bien fonctionner et qui, au-delà de justifier, en fait, ça explicite et comme tu dis, ça ouvre le débat, en fait, tout simplement. Est-ce que toi, si tu te revoyais du coup à tes tout débuts, bon, tu restes quand même un jeune enseignant, hein, mais si tu te revoyais à ton premier jour, justement, où tu étais un petit peu stressé, qu'est-ce que tu te dirais? Qu'est-ce que tu aurais envie de te dire à ce moment-là? Je crois que je me conseillerais d'être prêt au changement. On n'est pas prêt au changement que cette fonction nous impose. Il faut être prêt à ce que le métier change, parce qu'il a énormément changé, même en très peu de temps. Ça fait 8 ans que je fais ça, mais c'est pas le métier qu'à mes débuts déjà. Je parle comme un ancien. Il faut être prêt à ce que le métier change et il faut être prêt à ce que ce métier nous change. C'est ça aussi. Je suis pas la même personne que la personne que j'étais et c'est en partie parce que la vie fait son œuvre. Mais dans cette vie, il y a aussi le métier d'enseignant. Et ce métier d'enseignant, il m'a forcément changé.
il y a des choses que je ne vois plus de la même manière. J'ai l'impression que ma vision des choses, au contact de ces réalités, des familles que je rencontre, est beaucoup plus nuancée maintenant, justement, qu'elle ne l'était à l'époque. Alors, j'ai toujours eu un attrait pour les gens, on peut dire ça comme ça, pour les histoires des personnes qui sont autour de moi, mais là, c'est un peu plus fin, j'ai l'impression. Et tant mieux, tant mieux. Quelque part, j'imagine, ça m'amène à une espèce de posture d'humilité, à me dire parfois la situation me paraît comme si, et en fait, c'est absolument pas ça. Laisse le temps aux gens de te raconter, et laisse-toi aussi le temps d'observer pour voir s'il y a de la cohérence, plutôt que d'être con au jugement comme tu l'aurais fait il y a quelques années. Ok, très intéressant. Et est-ce que justement, dans ces 8 années d'enseignement, toi, tu as vu des changements majeurs qui t'ont marqué? Tu parlais de la pénurie des enseignants. Est-ce que tu as vu d'autres choses, justement, que tu aurais peut-être envie, pas de réformer, mais idéalement, toi, c'est quoi ton regard sur l'éducation nationale aujourd'hui? Comment tu as perçu ces 8 années? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Bah oui, moi j'ai l'impression que ces 8 années, finalement, elles sont passées très très vite. Alors, quand on regarde mon visage, ça ne voit pas forcément, mais j'ai pris un coup de vieux. J'ai pris un coup de vieux, et c'est bien, hein, et en même temps, c'est le métier qui m'a usé déjà, j'ai l'impression. Et le métier il m'a usé non pas parce que le métier en lui-même est usant, mais parce que les personnes qui l'ont en main font en sorte qu'ils le deviennent. J'ai l'impression que les politiques qui jouent avec l'éducation, et notamment avec les programmes, font en sorte que, alors qu'ils le veuillent ou non, hein, ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, ils essorent toute la machine, et les personnes qui sont à l'intérieur, c'est ça qui est en train de se passer. C'est un espèce de tourbillon, et en fait, ça ne s'arrête pas. À chaque fois qu'il y a un gouvernement, eh bien, on a envie de toucher au programme de l'éducation nationale. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'éducation nationale touche à l'école, et que l'école est un lieu qui est central, et que du coup, si on veut impacter les gens, il faut toucher ce qui est central chez eux. Mais non, laissez-nous mettre en œuvre pendant un certain temps beaucoup plus long les programmes que vous avez mis en place, pour qu'on puisse ensuite se dire, ah oui, ça fonctionne vraiment bien, et ça fonctionne pas du tout. Venez nous voir, nous, sur le terrain, et échangez vraiment avec nous qui sommes sur le terrain. En 8 ans, je ne sais même pas combien de ministres de l'éducation nationale différents j'ai connus. Et pourtant, eux, ce sont mes supérieurs. Mais quelque part, c'est philosophique là aussi. On a envie de se poser la question. Si eux ne gardent pas le poste, sont-ils vraiment plus compétents que moi qui suis sur le terrain? Bien sûr que non. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose, on l'a pas abordé. Je pense aussi toute la partie inspection. Est-ce que toi, tu as déjà été inspecteur en 8 années? J'ai déjà eu des inspecteurs dans ma classe, des inspectrices notamment, une qui m'a beaucoup marqué d'ailleurs, que je salue, Madame Prince. Si jamais elle écoute, elle saura. Elle porte très bien son nom. Et j'ai déjà eu du coup des personnes de l'institution dans mes classes, mais je n'ai jamais été inspecté pour l'instant. Je suis en année d'inspection, j'aurais dû être inspecté en début d'année, mais pour des raisons diverses et variées, ça n'a pas pu se faire, mais je serai là. Franchement, j'ai hâte d'y arriver en fait. C'est un moment, je pense, pour beaucoup d'enseignants qui est stressant. En fait, ce qui se joue, c'est évidemment, il y a un aspect de reconnaissance un peu, parce qu'on se dit, voilà, il y a quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui va venir me voir dans ma classe et tout. Mais en même temps, cette personne, elle vient me voir une fois, une matinée, sur 8 ans. Bon, le fait qu'elle vienne si peu souvent, cette personne, peut faire que la situation devienne stressante. Et on sait très bien que sous le coup du stress, eh bien, je vais pas faire les choses de la même manière que si je n'étais pas pressé. Donc, il y a tout ça. Il y en a qui, par le stress, vont être galvanisés et qui vont produire j'allais dire comment dire ça? Parce que c'est comme un spectacle. On se donne un spectacle de quelqu'un pour dire, voilà, regardez comment je fais bien mon travail. Et donc, il y a des personnes qui, d'un coup, tout va briller beaucoup plus fort. Oui, regardez comment je fais trop bien les choses. Il y a des personnes qui, alors qu'elles sont très très bonnes dans ce qu'elles font, vont être crispées par cet enjeu. Et c'est dommage aussi. Donc, c'est un événement qui est significatif sans l'être pour moi. C'est juste intéressant d'avoir quelqu'un dans ma classe qui va venir me voir et me dire, on va avoir un échange de professionnels, j'imagine, qui peut-être va pouvoir m'aiguiller aussi, me donner des conseils, dire, ah bah voilà, attention, ça, on peut faire comme ci ou comme ça. Et puis c'est tout. Voilà. Moi, je suis curieux parce qu'en fait, j'aime bien juste, j'allais dire limite, avoir des gens dans ma classe, échanger avec les gens. C'est aussi la nature de mes réseaux sociaux, tu vois. Ouais, c'était une petite parenthèse sur cette partie éducation nationale. Si toi, justement, tu pouvais réformer un petit peu le système, ce serait quoi ta priorité? C'est quoi à date qui manque, en fait, cruellement? Je pense que ce qui manque, c'est pas juste dans l'éducation nationale, c'est un aspect plus général. Parce que l'éducation nationale n'est qu'un aspect de notre société. C'est un idéal que l'on vise. L'école, c'est un lieu où doit s'exprimer la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. Mais si en dehors de la société, ces choses-là, ces valeurs-là ne sont pas mises en place et elles ne s'expriment pas correctement, il faut pas se leurrer sur le fait qu'à l'école, ça va pas fonctionner non plus. Donc c'est un rôle d'exemplarité autre part. Aujourd'hui, parfois, lorsqu'on écoute des politiques s'exprimer entre eux, on se dit, mais en même temps, regardez comment vous parlez. Et après, vous voudriez qu'on parle bien dans nos écoles. Regardez écoutez la manière dont vous vous exprimez entre vous. Et nous, on vous regarde. Et ensuite, on va dire aux enfants qui nous regardent, il faut pas faire comme eux.
mais eux, ils sont au top. Ils sont censés être au top. Donc le top n'est pas top. Et vous voudriez que... qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? On va pas faire de miracle. Soyez exemplaires. Et ensuite, nous, on pourra dire aux enfants de l'être. Une deuxième chose, c'est je veux bien prendre le rôle que l'on attend de moi, c'est-à-dire à savoir parfois servir de tampon presque. Dire aux enfants qui sont en face de moi, écoutez, tout va bien se passer. Mais à une seule condition. À une seule condition, c'est que lorsque je me retourne vers vous pour vous déléguer ou pour vous transmettre les problèmes que ces élèves m'auront fait remonter, eh bien, qu'on s'asseye tous ensemble autour d'une table et qu'on essaye vraiment de trouver de véritables solutions. Parce que sinon, je suis juste un pantin qui est hypocrite. C'est-à-dire, je me retourne face à ce public et je leur dis tous les jours, ah ouais, ça va bien se passer. C'est pas vrai. Ils le savent que ça va pas bien se passer. Parce que quand ils vous regardent et qu'ils voient le futur qui les attend, ils voient bien que vous n'êtes pas exemplaires. Et ils ont pas envie de devenir comme vous. C'est ça la réalité. Il faut qu'ils soient mieux que nous. C'est ça l'enjeu. C'est pour ça que je fais ce travail. Parce que ce qu'on vit, c'est une meilleure société. Et la meilleure société, elle passera que par le fait qu'on soit nous exemplaires. Donc, il faut qu'on arrête d'être un peu sourd, qu'on se crève nos propres yeux et qu'on fasse comme si on n'avait rien vu. Il y a des choses sur lesquelles on doit forcément revenir dans notre histoire collective parce qu'on en a besoin. Parce qu'on en a besoin. On est tous d'accord pour dire aujourd'hui, je crois, que certaines choses qui se sont passées dans le passé ne sont pas de notre propre fait. On n'était pas là. C'est ce qu'on dit. Et du coup, on n'a pas envie d'assumer ces choses qui ont été faites. Et pourtant, la société dans laquelle on vit, eh bien, on l'a hérité de ces choses qui ont été faites dans le passé. Voilà. J'ai pas juste envie de parler que c'est très facile ensuite de dire, ah, bah, esclavage, colonisation. Non, on peut parler de patriarcat, on peut parler de féminisme. Ouais, complètement. Mais Toutes ces l'histoire, choses-là. tout simplement, ouais. C'est ça. Et toutes ces choses qui sont mises en place aujourd'hui, c'est parce que dans le passé, elles ont été mises en place. Moi, aujourd'hui, par exemple, si je suis là, il y a des situations dans lesquelles rien que le fait d'être un homme, ça suffit pour m'en sortir. J'ai besoin de ne rien faire d'autre que d'être moi-même. C'est fou. Et le fait que les gens me regardent en disant, mais lui, c'est un homme, bah, ça suffit aussi pour qu'il me donne un certain crédit. Voilà. Si je suis pas au courant de ça, eh bien, en fait, je participe quelque part, j'allais dire, à mettre des bâtons dans les roues des personnes qui sont en face de moi et qui, elles, ne bénéficient pas de ça. C'est ça qu'il faut savoir. On est héritier d'un système, et si jamais on ne s'arrête pas quelques secondes parfois pour regarder l'historique de ce système, eh bien, on est voué à le reproduire. Il y a beaucoup d'enseignants qui rentrent dans le métier aujourd'hui et qui ont toute la bonne volonté du monde. Ils ont la meilleure volonté du monde. Ils disent, on va faire notre travail comme on est supposé le faire. Sauf que ça n'est pas assez. L'école est un haut lieu de reproduction sociale. Il y a beaucoup d'études sociologiques qui le prouvent depuis maintes années maintenant. Ça veut dire que si on rentre dans ce métier, on rentre dans ce système qui est hautement inégalitaire. Ça veut dire que si, même avec toute la bonne volonté du monde, si on rentre dans ce système en voulant juste faire ce que ce système attend de nous, eh bien en fait, on est voué à reproduire ces inégalités. Donc forcément, pour être un peu mieux, il faut regarder avec du recul. Et ce recul-là, on ne l'a que au travers de l'histoire. Et le regarder au travers de l'histoire, c'est être capable de se dire aussi, on va assumer même si c'est pas évident. Parce que sinon, on reproduit exactement ce que le système attend de nous. Ouais, c'est hyper intéressant. Non, mais je pense que tu as raison, c'est totalement vrai. Et donc, du coup, ton premier conseil, ce serait ça. C'est juste regardons à date les modèles et tout ce qui est issu historiquement de nos comportements et essayons de modifier dans le présent tout ça. Absolument. Absolument. Mais ça reste très, très généraliste. Dans le concret, il n'y a pas très longtemps, j'ai développé une petite idée qui n'est pas exactement la même, mais en disant, on va être amené à évoluer sur des territoires pour lesquels on n'a aucune information en réalité. Parce que, et tu l'as dit en début de ce podcast, eh bien, tu peux aller quelque part et être en difficulté parce que tu n'as pas les codes des personnes avec lesquelles tu évolues. Tu vois, ça c'est compliqué. Et dans ce système où il y a une pénurie d'enseignants, dans le Val-de-Marne par exemple, eh bien, il y a beaucoup d'enseignants qui viennent d'autres zones en se disant, puisque le concours est un peu plus ouvert ici parce qu'il y a une pénurie, parce qu'il y a plus de place, eh bien, c'est à là que je vais le tenter. Et ils ont raison. Parce qu'ils arrivent ensuite sur ce territoire. Mais ils arrivent sur ce territoire avec leur concours en poche, mais pas beaucoup de connaissances sur la réalité des publics qui évoluent. Et du coup, ils sont tout de suite mis en difficulté. Ça veut dire que dans nos cursus de formation, ce qui pourrait être intéressant, mais c'est aussi mettre des moyens. Mais en même temps, sans moyens, de toute façon, il n'y a pas d'éducation. On parle de valorisation au niveau des salaires, mais il n'y a pas que ça. C'est extrêmement important. C'est un autre point, mais il n'y a pas que ça. Valoriser aussi la formation, c'est permettre à des néo-titulaires ou à des personnes qui sont en formation, et puis ça va parfaire aussi leur vocation, si on peut dire ça, parce que ça va la mettre à l'épreuve, leur permettre, pendant leur cursus de formation, d'évoluer sur des territoires qu'ils ne connaissent pas. Parce que une première fois
si jamais tu as eu l'occasion d'y aller, lorsque tu y reviens une deuxième fois, eh bien, tu as déjà beaucoup plus d'éléments de compréhension que si tu n'y allais. Je veux très bien. La répétition, en fait. Exactement. Donc, ça peut être intéressant dans nos cursus de formation de faire en sorte que des enseignants ou des personnes qui se vouent à l'enseignement, en tout cas, puissent évoluer sur différents types de territoires avec différents types de populations, de différents milieux sociaux pour appréhender au mieux la réalité de leur métier. Parce que c'est ça que ça va être en fait plus tard. Et c'est aussi ce que j'entends souvent, c'est à quel point c'est complexe, à quel point c'est compliqué en fait les premières années et à quel point le manque d'accompagnement, en fait le grand écart qu'il y a entre théorie et pratique peut complètement décourager en fait des enseignants, des jeunes enseignants qui viennent d'arriver. Ça c'est une première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est que en fait t'es envoyé en zone un petit peu plus complexe, comme on disait tout à l'heure, parce que il y a ce fameux choix d'affectation. Et en fait, quand tu viens d'arriver, tu n'es pas du tout prioritaire. Donc ça, c'est quelque chose, je sais pas de ce que t'en penses. Moi, je trouve effectivement que ça serait bien de retravailler un petit peu la chose. Ça serait intéressant aussi effectivement plus d'accompagnement sur la première année. Mais après, d'un autre côté, j'ai effectivement pas mal d'enseignants qui me disent, moi, c'est ça qui m'a formé, en fait. C'est vrai, on a besoin de ça, de toute façon, de mettre les mains dans le cambouis, hein. Et on a besoin aussi de dédramatiser le fait que, j'ai envie de dire, on puisse faire des erreurs. C'est la réalité du métier. Et c'est ce qu'on répète à nos élèves chaque jour. Vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit d'apprendre des erreurs. Alors oui, en tant qu'enseignant, il y a des erreurs qu'on n'a pas le droit de faire. Pas non plus abuser. Voilà. Et il y a des choses qu'on ne devrait jamais faire. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, il faut pas se leurrer sur le fait que dans les premières années, on n'est pas le même type d'enseignant qu'on le sera lorsque on aura quelques années et qu'on sera un peu plus aguerri. Donc oui, être un peu mieux accompagné sur ça. Et puis surtout, peut-être laisser comprendre aux gens que oui, ils ont le droit de tâtonner au départ, en tout cas, et même plus tard en réalité, parce que parfois il faut aussi, encore une fois, avoir ce truc-là de se dire on va prendre un peu de recul, on va trouver les solutions, on a les solutions, il faut trouver les solutions. On les a pas toujours, parfois pour les trouver, il faut prendre un peu de recul. Joli mot de fin. Merci beaucoup, Mouhamadou, pour cet échange et pour tout ce que tu nous as apporté. C'est moi qui te remercie pour pour ce podcast, pour cet échange, pour cet entretien, pour cette conversation plutôt. Ouais, c'était archi cool. À bientôt. Encore merci Mouhamadou pour cet échange passionnant. Encore une fois, l'école est bien plus qu'un lieu d'apprentissage. C'est le miroir de notre société et aussi un espace où se dessine l'avenir. Mais comment transmettre des valeurs quand elles semblent de moins en moins en phase avec la réalité qui entoure nos enfants ? Mouhamadou nous le rappelle avec force. Enseigner, ce n'est pas seulement transmettre un savoir, c'est être prêt à être transformé soi-même. C'est porter une vision, bousculer des idées reçues, et surtout donner aux élèves les clés pour construire un monde meilleur. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager, et si le podcast vous plaît, je vous invite à le noter parce que ça m'aide beaucoup pour le rendre visible. Et je suis convaincue que ces conversations doivent aller bien au-delà des murs de l'école. Encore merci et à très vite.